snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun is... Salut à tous! À l'approche des fêtes, j'ai pensé que ce serait sympa de vous faire une vidéo pour vous présenter quelques documentaires et films qui parlent d'art que j'aime bien. Donc voilà, j'ai un bon gros prétexte, à savoir les fêtes, pour vous parler d'art sous un format un petit peu différent. Elle est pas belle la vie? On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Histoire de pas tout mélanger et de pas faire une vidéo qui dure 3 heures, j'ai décidé de scinder ça en deux et de parler ici de documentaires avant de parler des films dans une seconde vidéo. On va commencer par la très belle histoire d'un artiste contemporain avec Westland. En 2 mots. Mais sinon, Westland en un mot, c'est un super jeu. Westland, le documentaire, nous présente l'initiative de l'artiste d'origine brésilienne Vic Muniz. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Muniz est devenu célèbre notamment grâce à sa capacité à faire de n'importe quelle matière un médium artistique. Chocolat, café, terre, ketchup, fil de fer, cordes, sang artificiel, pâte à modeler, etc. Il s'en sert pour reproduire des œuvres d'art connues, reproductions éphémères qu'il immortalise avec la photographie. Au début du documentaire, on retrouve Vic Muniz chez lui à Brooklyn. Il est déjà un grand nom de l'art contemporain et appartient à ce genre rare d'artistes qui ne sont pas dans le besoin. C'est alors qu'il entend parler de Jardim Gramacho, en banlieue de Rio de Janeiro. Il s'agit de la plus vaste décharge à ciel ouvert au monde, où vivent les catadores, ceux qui subsistent en ramassant et triant les déchets. Vic Muniz décide alors de mettre sa notoriété au service d'un projet artistique et social. Il va recréer des œuvres célèbres, mais cette fois-ci son matériau, ce seront les déchets avec lesquels les catadores évoluent au quotidien. Ces derniers ne seront pas laissés de côté puisqu'il leur demande de participer activement au projet. Chaque œuvre mimique donc un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art et au centre de chaque tableau, il y a un ramasseur. Il est pris en photo en contexte, imitant la pose par exemple du Marat de David. Puis la photo est reproduite en grande dimension avec les déchets, puis à nouveau photographiée. Cette ultime photographie terminera son voyage dans une maison de vente aux enchères et les recettes tirées de la vente seront reversées à une association gérée sur place par les catadores eux-mêmes afin de venir en aide aux habitants de ce bidonville. La grande force de Westland, c'est d'être plus qu'un simple documentaire sur l'art. L'expérience même de Vic Muniz, brésilien qui a quitté son pays et a rencontré le succès, qui se retrouve confronté à la misère dans son pays natal, est très touchante. Mais plus encore, ce qui marque, c'est qu'au travers de sa collaboration avec les habitants de Jardim Gramacho, il va rencontrer des personnages hors du commun et prendre conscience du désespoir et de la dignité des catadores. L'autre moment particulièrement intéressant du film est celui de la vente aux enchères, à laquelle Vic Muniz se rend accompagné d'un des ramasseurs. Ce dernier va tout d'un coup découvrir les méandres d'un monde où l'argent coule à flot. Ironie de la chose, durant la vente, une sculpture en forme de sac poubelle sera vendue. Pour le ramasseur, c'est à la fois drôle et triste de voir des gens dépenser des milliers de dollars dans un objet que lui-même, qui a du mal à survivre, côtoie tous les jours. En bref, Westland est un documentaire qui nous en apprend beaucoup sur l'art de Vic Muniz, sur les conditions de vie des catadores et sur le monde de l'art en général. C'est émouvant, c'est drôle, c'est instructif, à voir absolument. Continue avec une émission de télé française. Pas par chauvinisme, mais parce que c'est bien. Palette a été diffusée en France de 1988 à 2003 et compte 45 numéros. Une belle longévité donc. Cette émission, réalisée par Alain Jobert, parle de peinture. Dans chaque épisode, de 25 minutes environ, on revient sur une œuvre. Le schéma des épisodes n'est pas figé, mais s'adapte à l'œuvre présentée, ce qui, en plus d'être une rigueur intellectuelle qui force le respect, évite la sensation de répétition. Car ces œuvres ont des parcours complexes. Il faut parfois insister sur la biographie des artistes, tantôt se focaliser sur l'histoire politique, religieuse ou culturelle, de temps en temps ce sont les restrictions techniques de l'époque qui doivent primer, etc. J'adore Palette parce que l'émission propose une description précise et une analyse cultivée des tableaux. Après, pour ceux qui sont plus habitués au rythme survolté et au langage familier des vidéos YouTube, ça peut paraître un brin plan-plan. Mais si on fait abstraction de ce format un peu lent, c'est une émission très enrichissante où personnellement j'ai beaucoup appris en termes de composition et de technique picturale. C'est une introduction globale à l'histoire de l'art de qualité qui donne accès à des informations sûres, normalement plutôt réservées aux spécialistes et autres chercheurs. En fait, c'est carrément un très beau travail de vulgarisation et de démocratisation de l'art.
et c'est même une source d'inspiration pour moi. En plus, je trouve qu'il y a une grande variété dans les tableaux étudiés, les époques et les artistes abordés, puisque l'on voyage des grottes de Lascaux à Francis Bacon, en passant par Cézanne et Pompéi. L'émission est disponible en DVD et en téléchargement, et il me semble même que certains épisodes sont sur iTunes, donc laissez-vous tenter. Et puisque j'en suis à vous présenter des émissions produites comme Palette par Arte, parlons donc de grand art. Hector Obalk y propose des visites guidées à la découverte de grands maîtres du passé et du présent. Contrairement à Palette, qui porte un regard aussi objectif que possible sur les œuvres, Grand Art se présente d'emblée comme une histoire de l'art écrite et filmée par un seul œil. Et je vais aborder directement le gros défaut de cette émission. Si vous n'accrochez pas avec le style d'Hector Obalk, vous ne pourrez pas apprécier Grand Art. Sa personnalité est omniprésente, tant dans la manière de filmer que d'écrire ou de parler. Les analyses proposées lui sont souvent personnelles, même si nourries par des recherches extérieures. Ce cher Hector Obalk pourrait être insupportable à certains. J'en connais avec qui ça ne passe pas du tout, car son caractère passionné frise parfois le parler hystérique. Mais si son style ne vous déplaît pas, l'émission devient super intéressante. J'aime beaucoup cette proposition, celle d'une vision très personnelle, presque intime des œuvres. Obalk ne se focalise pas sur un seul tableau, ou sur la vie de l'artiste, sur le marché de l'art ou sur le contexte politique de l'œuvre. Il est là pour proposer un commentaire pointu et aussi limpide que possible, tout en restant original et même parfois lyrique. Sa grande force, c'est de filmer en présence des œuvres. Pensez bien qu'aucune reproduction ne permet de saisir tous les détails d'un tableau, donc qu'Obalk soit devant l'œuvre, caméra à la main quand il la décrit, ajoute vraiment quelque chose à l'émission. Bon, malheureusement, contrairement à Palette, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, l'émission n'ayant pas eu une longévité de fou. Il existe seulement 9 épisodes, certains sont disponibles sur le site d'Arte, d'autres sont sur YouTube, par je ne sais quel miracle, et puis sinon il reste toujours les DVD. Laissons de côté les formats de 25 minutes pour revenir à des formats plus longs. Des 2 derniers documentaires que j'ai à vous présenter, le premier est assez spécifique. Gerhard Richter Painting, comme son nom l'indique, est un documentaire sur l'artiste contemporain Gerhard Richter en train de peindre. Youhou! Je sais que comme ça vend pas du rêve. Pourtant, c'est vraiment un documentaire très intéressant car il nous fait entrer dans l'intimité d'un peintre. Moi qui connais Richter comme l'artiste vivant le plus cher au monde et qui adore ses œuvres de loin, j'ai vraiment trouvé ça fascinant de découvrir une autre facette, plus humaine, de ce titan de l'art contemporain. Pour d'autres, qui ne connaîtraient ni le bonhomme ni ses toiles, je pense qu'il est intéressant de le voir au travail, histoire de briser quelques mythes autour de l'art contemporain et cette image de l'artiste ultra conceptuel qui récite du Nietzsche en peignant. Richter a un rapport beaucoup plus instinctif et émotionnel à sa peinture. Le terme intime revient encore, mais c'est certainement ce qui décrit le mieux ce film. Il y a un moment où Richter s'adresse à Corinna Belz, la réalisatrice du documentaire. Il lui confie ses doutes, il se demande s'il sera capable d'aller au bout de l'expérience, car il n'arrive pas à peindre en sa présence et celle des caméras. Parce que le moment où il peint est un moment solitaire, et que cette présence étrangère brise une intimité nécessaire à sa création. Donc, Gerhard Richter Painting est un documentaire à voir si, petit 1, vous aimez l'œuvre du bonhomme. Petit 2, le procédé d'un artiste contemporain vous intrigue. Et petit 3, vous êtes intimement persuadé que l'art contemporain n'est l'œuvre que de types qui donnent dans la masturbation intellectuelle et qui font créer par d'autres ce qu'ils ne savent pas faire eux-mêmes. Richter est la preuve vivante de la variété des créateurs qui peuplent la jungle de l'art contemporain. Le documentaire ne parle finalement pas que de lui, mais de tout un milieu. Pour le 5e et dernier documentaire que je voulais vous présenter, on laisse de côté l'intime. Bah oui, si les street artistes peignaient dans le confort cosy d'un atelier, ça se saurait. Faites le mur, sorti en 2010, a été réalisé par le géant du street art, Banksy. Pourtant, à la base, il devait être devant la caméra. Derrière devait se trouver Thierry Guetta, commerçant et documentariste amateur français vivant à Los Angeles. Ce dernier a développé une véritable obsession pour le street art et surtout pour ses acteurs. Space Invader, Zevs, Shepard Fairey, André, etc. Et surtout, il est fasciné par la figure de Banksy. C'est lorsque les deux se rencontrent que Banksy pousse Thierry Guetta à lui-même se lancer dans l'art urbain. Après tout, n'a-t-il pas suivi des artistes sur des toits d'immeubles afin de les y filmer en pleine action? Ne connaît-il pas leurs propos et leurs démarches par cœur, lui qui les a longuement étudiés? Encouragé par son idole, Thierry Guetta se lance et devient
Mr. Brainwash. Et c'est là que les réjouissances commencent vraiment. On suit l'ascension de cet illustre inconnu, ce type qui a débuté en filmant des artistes clandestins dans des allées obscures, qui se retrouve exposé à Los Angeles et New York. Si vous connaissez un peu Banksy, vous savez d'où il vient et ce qu'il est maintenant. Pas besoin de savoir qui se cache sous le masque pour l'avoir vu passer de type qui faisait du pochoir illégalement dans les rues de Londres à superstar dont les rases iconiques ont été matérialisées en statuettes et vendues chez Sotheby's. Maintenant, imaginez un artiste qui ne passerait pas par la case pochoir. C'est Mr. Brainwash. Ce dernier, on ne le voit pas graffé. Non, lui, il s'affirme recycleur. Moi, je dirais plutôt photocopieur, mais bon, la nuance est plutôt mince. Une œuvre qui illustre parfaitement ce concept, c'est son dripping sur un pastiche de Warhol. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard, me direz-vous. Et qu'en pense donc le marché ? Mais il adore, bien entendu. Et les gadgets visuels de Monsieur Je vous lave le cerveau se retrouvent surinterprétés et surcotés. Forcément. Bien plus qu'un documentaire sur le street art, Faites le mur se révèle être une réflexion sur plein de points sensibles. Que vaut une œuvre d'art ? Comment déterminer sa cote financière et sa valeur esthétique ? Qu'est-ce qui fait un artiste ? Car finalement, le cas de Mr. Brainwash nous laisse perplexes. Au début, il est présenté comme un gentil naïf qui se retrouve, tel Bilbo, embarqué dans une aventure sans doute plus grande que lui. Mais n'est-il pas en fait un imposteur et un manipulateur qui ne crée peut-être même pas lui-même les œuvres qu'il signe de son nom ? Comme dans n'importe quel documentaire, le spectateur sera amené à s'interroger sur ce qu'on lui montre, sur ce qui est authentique et sur ce qui est fabriqué. Un peu comme un collectionneur d'art, il faut qu'il se méfie des trompe-l'œil, il faut qu'il aille au-delà des images et des apparences. Car derrière les artifices éblouissants de Mr. Brainwash, sa gloire permet à d'autres street artistes de continuer à créer dans l'ombre. Et voilà qui conclut cette sélection de documentaires sur l'art. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie sur les films qui parlent d'art.